Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs de Solidarité FM, une fois encore, bonjour et merci de nous préférer. Vous êtes donc sur la 97.0 FM. Bienvenue dans cette émission qui est une initiative de l'hôpital de zone Ordre de Malte de Djougou dans le cadre du partenariat qui le lie à la radio Solidarité FM. Le numéro de ce jour est consacré à la maternité. Bon nombre de personnes s'interrogent sur les signes qui peuvent constituer un danger ou une menace au cours de la grossesse. Le souci des experts de la santé est donc d'attirer l'attention des uns et des autres sur ces potentiels signes devant lesquels il faut réagir en urgence chez la femme enceinte. C'est ce qui justifie la réalisation de cette émission qui a pour thème les signes de danger pendant la grossesse. Quand faut-il réagir? Au cours de cette émission, qui est une suite chronologique de la dernière émission réalisée sur les consultations prénatales, nous nous intéresserons également à l'alimentation de la femme enceinte, sans oublier les accouchements à domicile. Quelles peuvent être donc leurs conséquences sur la santé de la femme enceinte? Notre invité, c'est monsieur le docteur Gani Karachi Karim. Il est gynécologue obstétricien en service à l'hôpital de zone Ordre de Malte de Djougou. Docteur, bonjour. Bonjour. Moussa Kassim, je suis à la coordination de cette émission mise en onde par Awali Mawina Issor. Avant d'aborder le thème proprement dit, docteur, dites-nous, quelle est l'évolution normale d'une grossesse? Merci beaucoup. Une grossesse, de façon normale, doit évoluer durant 9 mois. Une grossesse ne doit pas dépasser 9 mois. Et rigoureusement, 41 semaines plus 3 jours. Une grossesse ne peut pas dépasser ça. Si ça dépasse ça, ça devient une grossesse en dépassement de terme ou grossesse prolongée, qui a aussi ses conséquences. Donc une femme qui est enceinte, qui dit que moi j'ai l'habitude d'accoucher 10 mois, ce n'est pas une raison. Elle se fait consulter s'il est temps qu'elle accouche, il faut qu'elle accouche. Merci à vous, docteur, pour cette clarification à ce niveau. Lorsque la grossesse dépasse les 9 mois que vous avez dit, il y a de conséquences. Est-ce que c'est vrai que c'est pas l'objet de cette émission, mais déjà si on peut aborder quelques conséquences de ce fléau, ça pourrait quand même aider les auditeurs. Merci beaucoup. Au cours de l'évolution de la grossesse, il y a les éléments qui nourrissent le bébé qui est dans le ventre de la femme, notamment le placenta et c'est le cordon, le placenta. Au cours de l'évolution de la grossesse, quand la grossesse tend vers sa terme, ce placenta vieillit. Ça voudra dire qu'il ne pourra pas nourrir correctement le bébé dont il a la charge. Conséquence, si 9 mois atteint, il a atteint son apogée, si le bébé continue d'être dedans, il ne sera pas bien nourri. Et quelqu'un qui n'est pas bien nourri va commencer par souffrir. Si rien n'est fait, il va mourir dans le ventre. Donc ça fait une des conséquences. En dehors de ça, au cours de l'évolution, le bébé peut ne pas mourir, mais il va commencer par prendre du poids. Comme il est devenu à part entière une personne, après 9 mois, il commence pas à avoir le besoin de respirer de l'air comme nous. Et comme il est encore dans l'eau, dans le ventre de sa maman, ça devient un problème pour lui. Le liquide qui est dedans devient épais et il a des difficultés pour vivre dedans. Donc, en prenant le poids aussi, au lieu d'avoir un poids normal pour sortir facilement le jour de l'accouchement, étant donné qu'il a pris du poids, le jour de l'accouchement devient difficile le jour de l'accouchement, notamment le bébé a des difficultés pour sortir. Donc on peut aboutir très banalement d'un accouchement qui devrait être simple à un accouchement par voie haute, c'est-à-dire la césarienne, avec toutes les complications qui peuvent survenir. Donc c'est pour cela qu'il ne faut pas laisser une grossesse dépasser son terme. Merci beaucoup, docteur. Lorsque la grossesse dépasse le terme, une femme qui est enceinte, qui au lieu de faire 9 mois, a fait peut-être 10, quand elle se rend à l'hôpital, quelle est la conduite que vous tenez face à une grossesse pareille? Voilà, quand nous recevons une femme qui a atteint 9 mois et qui n'a pas encore les douleurs de l'accouchement, nous avons des techniques pour déclencher ces douleurs-là pour qu'elle accouche et que le bébé et la maman aillent tous bien. Voilà. Bon, je ne peux pas citer le nom de ces différentes stratégies que nous faisons dans l'hôpital, mais il faut le savoir. Donc, si la femme, elle est à terme, qu'elle se rende à l'hôpital, au CS le plus proche. Si le CS le plus proche ne peut pas gérer ça, c'est réglementairement ce CS va nous envoyer cette femme-là à l'hôpital. Et nous, on fait le reste. À présent, on s'intéresse au thème. Quels sont les signes devant lesquels il faut réagir pendant la grossesse? Ok, merci beaucoup. Les signes devant lesquels il faut réagir automatiquement pendant la grossesse, nous les appelons généralement les signes de danger. Avant de les citer, je vais d'abord définir ce que c'est que le signe de danger.
Bon, le signe de danger, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que tout signe, toute situation survenant chez la femme enceinte. Et si rien n'est fait dans les heures ou dans les jours à venir, ça peut évoluer vers une complication qui peut entraîner une morbidité grande chez la femme enceinte ou carrément une mort. Donc c'est pour cela qu'on appelle ça signe de danger. Le signe de danger, si rien n'est fait dans les heures ou les jours qui viennent, ça peut évoluer vers une complication qui peut être fatale pour la maman ou pour le bébé ou les deux. Donc c'est ça les signes de danger. Entre autres, ces signes de danger, sur le plan universel, sur le plan international, on les a recensés. Il y en a beaucoup, mais ils se sont regroupés en général au nombre de 10. Donc le premier chef de file, c'est le saignement au cours de la grossesse. Quel que soit le thème de la grossesse, une femme ne doit pas voir une goutte de sang au niveau de ses entrailles. Dès que la goutte de sang commence à sortir, elle n'a qu'à savoir que c'est un signe de danger et s'approcher de l'hôpital pour la prise en charge. Parce que un saignement chez une femme enceinte, ça cache beaucoup de choses. Selon le thème même de la grossesse, ça peut désigner beaucoup de pathologies. Si c'est au premier trimestre, ça signifie ce que ça signifie. Si c'est au deuxième trimestre, ça signifie ce que ça signifie. Si c'est au troisième trimestre également. Donc, devant tout saignement, la femme n'a qu'à très vite se rendre à l'hôpital. Les premières heures, les premières minutes même, elle n'a qu'à dire à son mari qu'on l'amène à l'hôpital pour la prise en charge. Ça, c'est le chef de file. Le deuxième signe, une femme, elle est enceinte, elle commence par dire j'ai le vertige, je ne me sens pas bien, je n'arrive pas à tenir debout. C'est un signe de danger. Ça peut cacher beaucoup de choses. Faut pas s'amuser à vouloir prendre des cautions pour dire que ça va se calmer, on va voir jusqu'à demain. Rendez-vous immédiatement à l'hôpital pour la prise en charge de la situation. Il y a aussi un signe que nous appelons la convulsion. Convulsion, c'est-à-dire subitement la femme elle tombe, elle commence par trembler de partout, elle n'est plus dans son état normal d'elle-même, donc c'est pas normal. C'est ça qu'on appelle les convulsions. Et ça c'est en fait la signification d'une pathologie qui peut être très grave chez la femme enceinte. C'est ça nous appelons la pré-éclampsie sévère ou carrément ça évolue vers l'éclampsie. Donc devant une femme qui fait convulsion, immédiatement il peut l'amener à l'hôpital pour la prise en charge. Nos parents ont l'habitude de donner des cautions, de faire des trucs passer sur la tête, les yeux, les cheveux. Tout ça, ça ne fera que retarder la prise en charge à l'hôpital. Parce que ces convulsions, si rien n'est fait, seules peuvent suffire pour que la patiente meure. C'est pour cela qu'il faut vite se rendre à l'hôpital. Ça fait 3 signes. En dehors de ça, quand la femme est enceinte, la fièvre, c'est-à-dire le corps chaud que nous appelons communément, le corps chaud, très banalement, peut avoir raison de la femme même ou alors du bébé qui est dans le ventre. Le bébé qui est dans le ventre, il a besoin d'une certaine température qu'il est adaptée pour être à l'aise dans ce ventre-là. Si la température dépasse cette norme, il ne supporte plus, il peut commencer par souffrir. Et si rien n'est fait, le simple corps chaud peut tuer le bébé dans le ventre. Donc, corps chaud, prendre le paracétamol, oui, mais se rendre à l'hôpital pour chercher ce qui a amené le corps chaud et le traiter. En dehors de ça, le 5e signe, c'est quoi? Quand une femme, elle est enceinte, premier mois, premier trimestre, deuxième trimestre ou troisième trimestre, un beau matin, ou bien quel que soit le moment, elle constate qu'il y a le coulement du liquide entre ses cuisses. Ce n'est pas normal. C'est un peu comme l'œuf qui est cassé. Quand un œuf se casse et rien n'est fait, en 2 jours, 3 jours, ça commence pas à sentir mauvais. Ce n'est rien d'autre que l'infection de cet œuf qui est cassé. C'est exactement la même chose. Quand une femme est enceinte et elle perd des os, ça veut dire que l'œuf qui est dans son ventre est cassé. C'est pour cela que l'eau sort. Cet œuf qui est cassé et l'eau sort est en communication avec dehors et le vagin où pullulent beaucoup de microbes. Donc très facilement, ces microbes peuvent avoir accès dans cet œuf. Et s'ils ont accès à la cavité de cet œuf-là, ils peuvent très facilement entraîner les complications, dont l'infection que nous appelons la chorioamniotite, qui est très difficile à prendre en charge et pour le bébé et pour la femme. Donc c'est très dangereux de voir le liquide sortir, l'écoulement de l'eau entre les cuisses et ne pas se rendre très vite à l'hôpital. En dehors de ça, les violents maux de ventre. Quand une femme est enceinte et elle a les maux de ventre, c'est un signe de danger.
Les maux de ventre chez la femme enceinte, ça signifie beaucoup de choses. Que ce soit le premier trimestre, le deuxième trimestre ou le troisième trimestre, ça cache beaucoup de choses. C'est pour cela qu'on désigne ça comme signe de danger. Dès qu'une femme est enceinte et elle a les maux de ventre qui ne cessent, qu'elle se rende très vite à l'hôpital. En dehors de ça, les maux de tête, c'est-à-dire les maux de tête, les céphalées que nous appelons communément en médecine, quand une femme est enceinte et elle a les maux de tête, le premier chef de file qui peut entraîner les maux de tête, c'est le paludisme. Et le paludisme fait partie des causes de mortalité fétale, c'est-à-dire le paludisme peut tuer le bébé dans le ventre. Si elle a les maux de tête, ça voudra dire certainement il y a quelque chose qui est cassé. Ça peut être le paludisme, ça peut être aussi l'aggravation d'une hypertension artérielle sur sa grossesse. Et l'hypertension artérielle sur sa grossesse, si la grossesse, ça fait partie des causes de mortalité maternelle et néonatale. C'est pour cela que les maux de tête, ça fait partie des signes de danger. Si la femme a les maux de tête, qu'elle n'attende pas, qu'elle se rende immédiatement à l'hôpital pour la prise en charge. Voilà. En dehors de ça, il y a l'essoufflement. Une femme qui est enceinte, elle est assise, elle sent que je n'arrive pas à respirer bien. Ou bien vous qui êtes à côté d'elle, vous la voyez respirer difficilement. C'est un signe de danger. Parce que une personne normale doit respirer au moins 16 à 20 fois par minute. 16 à 20 fois par minute. S'il arrive qu'une personne, qui plus est une femme enceinte, qui respire plus de 20 fois par minute, voire 25, 30, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La respiration, elle est devenue plus rapide. Ça veut dire que l'organisme se bat pour se gérer. Donc, il faut très vite l'amener à l'hôpital pour la prise en charge. Voilà. En dehors de ça, les troubles de vision. Souvent, les femmes, quand elles sont enceintes, elles disent qu'elles ont des difficultés pour voir correctement. C'est aussi un signe de danger. Ça cache les complications le plus souvent de l'hypertension artérielle chez la femme enceinte. Donc, qu'elle se rende très vite à l'hôpital pour la prise en charge. En dehors de ça, il y a des femmes, quand elles sont enceintes, elles prennent du volume, le visage, les mains, les pieds sont enflés. Ça cache beaucoup de choses aussi. Ça peut être la complication de l'hypertension artérielle. Ça peut être aussi la complication d'une anémie qui est cachée sur cette grossesse. Si on ne va pas vite à l'hôpital pour la prise en charge, quand les dégâts vont commencer, la gestion ne sera pas facile. Et le dernier signe que je ne vais pas oublier de dire aux femmes, si elles sont enceintes, de vite venir à l'hôpital parce que ça devient souvent fatal pour les bébés qui sont dans leur ventre. Et une femme qui est enceinte, à partir du 5e mois, doit toujours sentir son bébé bouger dans la journée. Si pour une raison ou une autre, vous avez passé un moment, vous n'avez pas senti ce bébé bouger là, c'est un signe de danger. Il faut vous rendre à l'hôpital pour la vérification de la cause. Voilà. Donc en gros, voilà les 10 signes de danger que une femme, si elle est enceinte, qu'elle doit surveiller. Dès la constatation de un de ces signes de danger, qu'elle se rende très vite à l'hôpital pour la meilleure prise en charge. Merci docteur. La majorité des femmes enceintes, on constate généralement, crachent ou vomissent à tout moment ou à des moments donnés. Ça dépend de l'organisme de la femme. Est-ce un phénomène normal? Bon, est-ce qu'on va dire un phénomène qui n'est pas normal? Puisque ça fait partie des signes sympathiques de la grossesse, au début de la grossesse, surtout au premier trimestre. Donc, une femme qui est enceinte au premier trimestre, la plupart du temps, on ces signes-là, cracher, vomir, avoir des difficultés à manger. Tout ça, c'est lié à la sécrétion hormonale que cette grossesse a commencé par faire quand elle s'installe. Et ça désorganise un peu le métabolisme de la femme. Ça fait qu'elle a un peu de difficultés à manger. Elle a aussi des nausées. Elle crache aussi. Parfois même, elle vomisse. Je pense que tout ça, ça fait partie du paquet d'intervention de notre service de maternité dans l'hôpital de zone 2, lors de maths. Donc, si une femme, elle a ces signes-là, qu'elle se rende à l'hôpital pour la prise en charge. Vous avez dit qu'une femme crachée, c'est des signes normaux. Dans le même temps, je suis tenté de vous poser la question puisque vous avez dit qu'il y en a qui ont des difficultés à manger. Dans le même temps, certains ou certaines femmes ont de l'appétit et elles mangent à peu près tout ce qu'elles trouvent. Est-ce que c'est conseillé pour une femme enceinte de manger tout ce qui lui tombe sous la main? Bien sûr.
Même quand on n'est pas enceinte, on a besoin de manger un peu de tout pour équilibrer son alimentation afin que l'organisme soit un peu plus à l'aise. Pareil, l'enfant qui est dans le ventre de sa maman a besoin de manger un peu de tout aussi pour une évolution normale. Donc on a l'habitude de dire de ne pas manger ci, de ne pas manger ça. Non, la femme, elle est enceinte, elle a le droit de manger pour équilibrer son organisme afin que le bébé évolue correctement dans le bol dans lequel il est. Face à ces 10 signes de danger que vous avez énumérés un peu plus haut, où est-ce que la femme enceinte doit se rendre lorsqu'elle constate l'un de ces signes ou la plupart de ces signes se manifester en elle? Ces signes de danger ne se prennent en charge que dans un centre de santé. Dès qu'une femme a un signe de danger au cours de sa grossesse, qu'elle se rende au centre de santé le plus proche. Si elle se rend là, si les agents de santé qui sont là n'ont pas la capacité de prendre en charge ce signe de danger, vont l'orienter vers l'hôpital de zone Audemat pour la prise en charge. Je voulais marquer une virgule pour attirer l'attention de nos collaborateurs des centres de santé périphériques et les infirmiers et les sages-femmes et les aides-soignants et aides-soignantes. Le plus souvent, ces femmes, elles se rendent les voir soit pour l'écoulement du sang, pour l'écoulement du liquide, surtout l'écoulement du liquide. Quand ces femmes se rendent pour les voir dans les CS, ils ont l'habitude de dire, ou bien elles ont l'habitude de dire, non, j'aime pas encore le moment, retourner à la maison, attends quelques jours encore et revenir. Par rapport à ce que je venais de dire, c'est l'œuf qui est cassé. Si l'œuf est cassé, quel que soit le thème, on ne doit plus attendre. On doit prendre ça en charge. Donc, que nos collaborateurs de la périphérie cessent de renvoyer les femmes à la maison dès que les femmes viennent les voir pour écoulement du liquide, écoulement du sang et autres. Docteur, on parle aussi de cette pratique, l'automédication, qui est beaucoup plus constatée, surtout dans nos sociétés. Et malheureusement, les femmes enceintes aussi ne sont pas épargnées par cette pratique-là, l'automédication. Dès qu'elles sentent un petit malaise dans le quartier ou au village, on trouve toujours des exemples à donner, des cas à citer. Et par rapport à ça, on conseille à cette femme enceinte-là de recourir à la tradition ou à l'automédication pour soigner le mal. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça et quels peuvent être donc les risques auxquels les femmes enceintes s'exposent quand elles pratiquent l'automédication? Merci beaucoup. Ça fait partie des choses que nous combattons en santé. Nous connaissons bien des médicaments dans nos régions, mais le dosage et les vrais principes actifs que ces médicaments contiennent là, c'est ça, on ne sait pas. C'est pour ça que l'automédication doit être combattue. C'est pour cela que nous remercions beaucoup l'actuel gouvernement qui a mis vraiment bouchée double pour pouvoir venir à bout de ces automédications-là par la vente des médicaments illicites un peu partout. Donc, l'automédication, même si la femme elle n'est pas enceinte, qui plus est si elle est enceinte, ne doit pas être la bienvenue. On doit bannir l'automédication puisque ça cache beaucoup de choses. Il y a même des médicaments que ces femmes enceintes avalent et qui ne sont pas adaptés au cours de la grossesse, qui peuvent entraîner des malformations des bébés, qui peuvent entraîner des morts des bébés dans le ventre, plein de choses. Donc l'automédication, on doit tous combattre ça. Combattre l'automédication. Dans le même temps, je vous pose cette question. Quand on est une femme enceinte, quels sont les comportements qu'on doit observer tout le long de la grossesse, surtout au cours du dernier trimestre? Ok, merci beaucoup. Au cours du dernier trimestre, comme les autres trimestres d'ailleurs, quand une femme elle est enceinte, elle doit, en dehors des grossesses pathologiques comme les menaces d'accouchement prématuré ou les menaces d'avortement tardif ou menaces d'avortement précoce, où on demande aux femmes de se reposer un peu, il faut que la femme évite de s'aliter trop. Parce que il y a ce que nous appelons les maladies thromboemboliques qui sont surtout liées à l'état de la grossesse, parce que la grossesse entraîne le trouble de certains facteurs de coagulation et la femme peut très facilement coaguler son sang parfois. Donc quand elle s'alite beaucoup, le sang a la facilité de se coaguler et de former de caillots. Et quand ce sang forme des caillots, ce caillot en migrant peut entraîner des dégâts qu'on ne peut pas rattraper parfois chez la femme enceinte. Donc la femme enceinte, quand elle est enceinte, c'est une tautologie en quelque sorte, et une femme enceinte doit bouger beaucoup plus, sauf s'il y a une situation pathologique que je venais de citer tantôt. En dehors de ça, nous les gynécologues,
les femmes, quand elles sont enceintes, surtout celles qu'on désire qu'elles accouchent par voie basse, parce qu'une femme qui a déjà opéré 2 fois, 3 fois, 4 fois, elle ne doit plus accoucher par voie basse. Donc, si c'est une grossesse qui évolue normale, qui devrait finir par l'accouchement par voie basse s'il n'y a rien, c'est que nous conseillons vers la fin de la grossesse que les femmes se rapprochent de leur mari pour les relations intimes. Ça libère ce que nous appelons les prostaglandines au niveau du col de la femme et ça facilite la dilatation du col pour un accouchement sans difficulté. Cela dit, il est conseillé que les femmes se reposent, mais dans le même temps, il faut aussi qu'elles bougent à des moments donnés pour permettre au sang de circuler. D'accord, merci docteur. Autre sujet, cette question que je vais vous poser d'abord avant qu'on ne parle des accouchements à domicile. Existe-t-il une grossesse zéro danger? La grossesse en elle-même, c'est une situation pathologique qui vient se greffer sur l'organisme de la femme. Mais on a besoin de ça pour la pérennité de l'espèce. Donc, dire grossesse avec zéro danger, il n'y en a pas. Mais on peut minimiser au maximum les dangers en suivant correctement les consultations prénatales et en faisant correctement tous les bilans et les échographies qu'on leur demande de faire au cours de la grossesse. Merci. Alors cette fois-ci, on parle de l'accouchement à domicile. C'est un phénomène qu'on observe surtout en milieu périphérique. Quelles sont les conséquences d'un accouchement à domicile? D'abord sur la femme elle-même et certainement le bébé qui est sorti, qui est issu de cette naissance. Ok, merci beaucoup. Cet accouchement à domicile que nous combattons depuis la nuit des temps ne cesse de finir. Parce que vraiment, accouchement à domicile, c'est vraiment aller se mettre à côté du tombeau avec tous les risques possibles. Parce que qui dit accouchement, c'est ouvrir le robinet du sang. Et c'est à l'hôpital, on a les secrets pour fermer ces robinets-là après l'accouchement. Si par hasard, après cet accouchement à domicile, tu n'arrives pas à fermer ce robinet, avant d'arriver à l'hôpital, vous avez perdu les 2/3 ou les 3/4 de votre sang que vous avez. Or, le sang, certes, on peut le donner, mais on ne peut jamais donner ton vrai sang à 100%. Donc, faire le maximum pour éviter de prendre le sang, c'est ça l'essentiel. Et le plus souvent, ces accouchements à domicile, elles aboutissent vraiment à des états où nous n'arrivons plus à récupérer. C'est pour cela que nous devons tous combattre ces accouchements à domicile. Parce que l'accouchement à domicile, comme je le disais, il peut y avoir un saignement, avec difficulté de gérer ça. Il peut y avoir une rétention des placentas. Il peut y avoir, quand un bébé est accouché à domicile, le bébé, si sa présentation n'est pas normale, il peut y avoir des difficultés pour sortir. Si c'est à l'hôpital, nous avons des manœuvres pour le sortir et le sauver. Si c'est à domicile, vous ne pouvez pas faire ces manœuvres-là pour le sortir. Le temps de prendre la femme et l'amener à l'hôpital, les dégâts sont déjà causés. Donc, bref, accouchement à domicile, nous devons tous le combattre. Nous devrions combattre l'accouchement à domicile. On ne saurait terminer ce thème sans dire un mot à l'endroit de l'entourage de la femme enceinte, ceux-là qui sont avec la femme enceinte, son entourage immédiat. Quel comportement ceux-là doivent avoir, surtout par rapport à la femme enceinte et surtout en ce qui concerne aussi les signes que vous venez d'énumérer. Merci beaucoup. À l'endroit de toute la population, de tout l'entourage de la femme enceinte, c'est que vous devez l'aider à surveiller ces signes de danger. Dès que vous constatez ces signes de danger, quels que soient les moyens que vous avez, rendez-vous à l'hôpital pour la prise en charge. Parce que plus vous retardez, plus les dépenses seront énormes à l'hôpital et plus il y a de risques de perdre cette femme et son bébé. Donc, le conseil que moi j'ai, c'est de toujours surveiller ces signes de danger, de la survenir dans les premières heures, amener la femme à l'hôpital. En dehors de ça, le plus souvent, nous sommes à l'hôpital, les gens amènent leurs femmes à l'hôpital et disparaissent et on ne les voit pas. La moindre ordonnance pour donner quelques médicaments, on cherche les parents, on ne les trouve pas et on a des difficultés pour la prise en charge. Vraiment, nous implorons l'indulgence de toute la population pour que, quand on envoie une femme à l'hôpital, certes, nous avons une trousse d'urgence, c'est-à-dire les médicaments pour faire les premiers soins, quitte à ce que les parents remboursent après, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait un parent qui doit répondre des ordonnances, des prescriptions que nous on fait
dans sa salle d'accouchement pour que cette femme soit prise en charge dans le délai. S'il n'y a personne pour répondre à ça, il y a encore d'autres urgences, on a des difficultés pour gérer ça et ça peut déboucher sur ce que nous ne voulons pas. Merci. Merci à vous, docteur. Votre mot de fin avant qu'on ne clore cette émission. Mon mot de fin, c'est que vraiment, je remercie beaucoup la radio Solidarité FM, que je demande encore et encore d'organiser des émissions pareilles pour que nous ayons des occasions pour informer correctement nos populations, puisque nous-mêmes nous sommes dans cette population et que ça n'arrive pas aux autres. Ça peut nous arriver aussi un jour. Merci beaucoup. Ça peut nous arriver aussi un jour, mais nous prions Dieu que ça ne nous arrive jamais. Merci à vous, docteur Gani Karachi Karim, gynécologue obstétricien en service à l'hôpital de zone Ordre de Malte de Djougou. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission qui avait pour thème les signes de danger pendant la grossesse. Quand faut-il réagir? Vous avez suivi donc tout au long de cette émission les 10 signes devant lesquels il faut rapidement se rendre à l'hôpital pour consulter un gynécologue ou une sage-femme pour assurer donc sa prise en charge. Donc surtout à l'endroit des populations en milieu périphérique, n'hésitez pas à passer dans les hôpitaux pour votre prise en charge, car la grossesse, certes, elle est portée par une seule personne, mais lorsqu'il arrive que la personne nous quitte, certainement, c'est beaucoup de familles qui sont éplorées. Pour ne pas en arriver là, nous sommes donc chacun invités à veiller sur les femmes enceintes, surtout à leur bonne santé. Moussa Kassim, j'étais dans la présentation de cette émission, mise en onde par Awali Mawine Sow. Je rappelle que c'est une émission initiée par l'hôpital de zone Ordre de Malte de Djougou dans le cadre de son partenariat avec la radio Solidarité FM. Merci et rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro consacré cette fois-ci à la pédiatrie.